Bonus. Trax. Après le sable et la glace, c'est l'eau qui s'invite dans The Mandalorian avec un 11e épisode baptisé The Heiress, plutôt riche en révélations, qu'on débriefe tout de suite, en charmante compagnie. C'est parti. Mais avant toute chose, vous le savez désormais, mais on le répète quand même, Mandalorian est une émission 100% spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu la première saison de The Mandalorian, déjà qu'est-ce que vous faites de votre vie? Et si vous n'avez pas vu ce 11e épisode, attention aux spoilers dans tout ce qui suit. Il est encore temps de prendre votre petit jetpack, de monter à bord du Razor Crest et de vous enfuir, d'aller regarder cet épisode et de revenir nous écouter bien sûr ensuite, car aujourd'hui nous accueillons à bord un nouvel équipage légèrement différent de celui de ces 2 dernières semaines, puisqu'il y a moi, vous m'avez reconnu, République, il y a également Phobos. Bonsoir. Et c'était un bonsoir extrêmement hésitant, je crois que tu as dit bonsoir, mais pourquoi Je pas? voulais dire bonjour, bonsoir, je ne sais plus, je suis perdu dans le temps. Ah, mais c'est parce qu'on attend tellement chaque vendredi qu'il n'y a plus qu'un jour de la semaine quelque part. Et est-ce que la sensation est la même du côté de notre 3e larron pour ce soir, j'ai nommé Benji. Ouh, absolument. Bonsoir Répu, bonsoir Phobos. Très très content d'être ici et très content de parler de The Mandalorian, qui effectivement rend nos jeudis de plus en plus joyeux ces temps-ci. Ah, très bien, très bien. Alors, du coup, justement, tu vas garder un petit peu le micro, mon cher Benji, puisque c'est le tien, de toute façon, je ne vais pas enfreindre le confinement pour aller te le piquer, mais du coup, je voulais savoir quel est ton avis, non seulement sur cet épisode, on s'en doute, mais également sur les 3 premiers épisodes de cette saison 2 et The Mandalorian jusqu'à présent. Brièvement bien sûr, mais c'est intéressant pour nos éditeurs et auditrices de connaître un petit peu ton parcours avec Din Djarin. Absolument. Alors, déjà pour dire très rapidement simplement mon rapport à la première saison, c'est une série que j'ai tout de suite vachement aimé. En fait, j'ai été rapidement vendu sur ce pitch-là, malgré ses inconsistances et ses irrégularités en termes de qualité, on va dire. Tu vois, ça pouvait avoir des défauts. La première saison de Mandalorian, on a beaucoup parlé de la simplicité des scénarios, du manque d'ambition, voilà. Et à côté, quand on aimait cette série, et ce qui était mon cas, on avait tendance à dire que voilà, il y avait une ambiance cartoon du dimanche matin et qu'on se prenait pas la tête et que Baby Yoda était très mignon et voilà. Et en fait, ce type de bons sentiments m'a totalement porté tout au long de cette première saison, avec le 8e épisode réalisé par Taika Waititi, qui était voilà, peut-être un petit peu au-dessus du lot, où on apprenait à connaître un peu mieux les personnages, on voyait le visage du Mandalorien. Donc ça me donnait quand même une certaine hype pour la saison 2. J'étais déjà très content de entendre la musique de Ludwig Göransson, de revoir la bouille du Baby Yoda. L'épisode 1, en fait, m'a pas transcendé. Je l'ai bien aimé, je l'ai trouvé très honnête. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il était assez généreux en termes de spectacle. Voilà, le changement de format, notamment, tu vois, c'est tout bête, mais ça te donne l'impression d'être dans un Nolan, d'être passé en IMAX, c'est très très fun, ou dans le Avengers de Joss Whedon, qui était aussi en 16/9. Donc voilà, un épisode correct, mais vraiment pas transcendant. Pour moi, c'était vachement une redite de la première saison, et j'étais totalement parti dans l'idée, dans l'esprit de me dire que la saison 2, ça allait être un peu plus de la même chose, et que c'était cette soupe que j'aimais bien, voilà. Cette bonne soupe voilà, automnale. C'est ça, exactement, qui réchauffe, qui fait du bien dans ces temps de confinement. En plus, pour moi, c'est un peu ça la magie de cette série, hein, c'est que je pense qu'on a besoin de bons sentiments dans des périodes aussi compliquées, et que voilà, ça peut être simple, mais c'est mignon, ça marche bien, c'est un peu les souvenirs de notre enfance, donc on est content. Et par contre, l'épisode 2, tout de suite, a vachement changé la donne. Donc c'est Peyton Reed, et c'est rigolo, j'aurais jamais
penser avoir autant de bonnes choses à dire de Peyton Reed. Voilà, vu ce que je pense des films Ant-Man. Mais cet épisode m'a complètement soufflé. En fait, je m'attendais pas à voir quelque chose comme ça dans The Mandalorian, ce ton complètement horrifique. En fait, on est à la limite de The Thing de John Carpenter, tu vois. Le mec est là, il est en train de cramer des araignées qui grouillent, tu flippes, vraiment. Le truc change totalement de tonalité, la photo est très intéressante, les scènes d'action sont vraiment époustouflantes, et je pense qu'on est vraiment embarqué dans une aventure totale. Et en plus, on sent qu'il y a vraiment la volonté d'aller vers un peu plus de lore, justement, un peu plus d'exploration de l'univers Star Wars. Et voilà, et ça pouvait que présager des bonnes choses pour l'épisode 3, et je pense que ça tient plutôt sa promesse. Ok, donc avant qu'on revienne en particulier sur l'épisode 3 avec toi, JB, ça y est, je suis perdu, tu sais, on a changé de format. C'est en verlan, Bien Benji. sûr. Voilà, c'est ça, c'est en verlan. Et bien sûr, on salue notre Wookie de JB qui, malgré son absence au micro ce soir, montera quand même ce podcast pendant le week-end pour vos petites oreilles. Donc n'oubliez pas de lui faire un petit coucou ou de lui envoyer des cœurs sur les réseaux sociaux. Bref, tout ça pour dire que je voulais donner la parole à Phobos pour savoir ce qu'elle avait pensé de cet épisode 3 pour que Benji et non JB puissent ensuite rebondir. Boing. C'est le bruit que Benji fait quand il rebondit. Et ben écoute, moi j'ai beaucoup aimé cet épisode 3. Je l'ai même tellement aimé que je l'ai vu donc une fois ce matin et je l'ai revu une fois juste avant d'enregistrer ce podcast. Alors toute seule, hein, pour les gens qui peuvent se poser la question, elle m'a même pas proposé de revoir, quoi. Je suis une personne indépendante et autonome, C'est vrai. malgré le fait que nous partagions un vaisseau confiné. Donc oui, j'ai vraiment beaucoup apprécié cet épisode et je pense que ce deuxième visionnage en particulier m'a permis de me concentrer plus sur des petites subtilités de jeu ou dans la réal. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine simplicité dans cet épisode, mais pas du tout dans le mauvais sens du terme. Au contraire, je trouve que ça lui donne une certaine élégance, une certaine force dans ce qu'il essaye de raconter. Et j'ai trouvé que tous les éléments fonctionnaient très bien, de cette ouverture qui rappelle un petit peu d'ailleurs l'ouverture de l'épisode 3 où tu as un vaisseau qui est en train de se cracher et qu'il faut sauver, suivi directement par ces petits moments de féerie où les deux grenouilles se retrouvent. Et puis bien sûr toutes les aventures du Mandalorian. C'est Lady Frog et Papa Frog, comment on l'appelle ? Je sais pas, Daddy Frog. Daddy Frog, Ça devient bizarre. Ça devient étrange, effectivement. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. Ok, Benji, du coup, j'ai cru comprendre via ta petite introduction que c'était ton cas également. Absolument. Tu veux nous en dire plus ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont retenu ton attention en particulier ? Ta petite intro de cet épisode de The Mandalorian était complètement on point, on va dire, parce que c'est ce changement d'univers visuel qui moi retient beaucoup mon attention dans cette saison 2. C'est-à-dire que dans la saison 1, on a quand même vu beaucoup de Tatooine. On a vu beaucoup de sable et de désert, et éventuellement, de temps en temps, on pouvait être confiné dans le cockpit d'un vaisseau spatial, mais c'était quand même pas non plus quelque chose qui nous faisait énormément voyager, parce que les vaisseaux impériaux, on en connaît quand même la couleur. Et là, donc dans l'épisode d'avant, on avait cette planète de glace et cette ambiance givrée et obscure qu'on n'avait pas du tout l'habitude de voir et qui était très rafraîchissante, sans mauvais jeu de mots. Et dans cet épisode, voilà, pareil, en termes de changement d'univers visuel, c'est très frappant. Là, on est dans cette espèce d'univers de la piraterie la plus sombre et décadente. Il y a vraiment un côté, je pense qu'ils se sont fait un délire en se disant que les Mon Calamari ressemblaient à Davy Jones. Et donc, on est totalement dans cet univers visuel-là, totalement Pirates des Caraïbes, Hollandais volant, Davy Jones, ça suinte, c'est infâme.
Donc c'est très intéressant, rien que cette scène où le vaisseau du Mandalorian commence à atterrir puis finit par se cracher dans la mer. Je trouve aussi que les effets spéciaux sont très réussis. Donc rien que de ce point de vue-là, c'était une claque. Vraiment, comme je me disais, je pense pas avoir en fait autant attendu de cette série. C'est-à-dire même à l'époque où on l'attendait, où on était hypé pour la saison 1, je me disais pas qu'ils allaient arriver à ce niveau-là en termes de spectacle, d'effets visuels, d'imaginaire. Et sinon, le déroulé de l'épisode est pareil, très généreux, très satisfaisant. On est content de suivre ces personnages, même voilà, ces petites grenouilles qu'on a plutôt vues dans l'épisode 2, mais qui sont adorables et qui semblent tout droit sortis de la tête c'est toujours Doug Chiang, il me semble, au lead Bien sûr, design. Et voilà, et finalement, on commence à vraiment reconnaître son univers à ce mec-là. Et je pense que dans quelques années, on se dira que c'est aussi l'une des têtes créatrices très importantes de ce qui est devenu Star Wars dès la prélogie. Donc voilà, c'est des personnages très attachants. Et évidemment, voilà, tout ce qui va se passer avec les autres Mandaloriens qu'on va rencontrer est très intéressant. Et de manière générale, voilà, c'était un épisode rafraîchissant qui poursuivait le voyage et qui fait vraiment rêver sur ce que la série est capable d'offrir. Complètement, hein. Je pense que tu le résumes superbement bien comme à ton habitude, mais effectivement je pense que déjà moi ce qui m'a marqué de mon point de vue c'est tout de suite le changement d'environnement, cette entrée dans l'atmosphère un peu moins habituelle pour l'univers de Star Wars, parce que autant dans la science-fiction en général le vaisseau qui commence à prendre feu parce qu'il arrive un peu trop vite, on a l'habitude de le voir. Dans Star Wars effectivement, à part la revanche des Sith comme le laissait entendre Phobos, d'habitude ça se passe plutôt bien. Et il y a même un côté, les vaisseaux sont des voitures, donc au final, il n'y a pas ces espèces de cataclysmes qui peuvent arriver comme ils arrivent là dans cet épisode. D'ailleurs, au passage, l'environnement portuaire et maritime, forcément, fait beaucoup de bien par rapport à ce qu'on a vu sur la saison 1, et beaucoup de bien aussi sur la promesse. En fait, je me rassure pas mal sur la promesse de The Mandalorian, en mode, on peut déployer un environnement qui est inédit juste pour un épisode. Après, ça me dérangerait pas de le revoir et de l'explorer encore un peu plus, parce que je trouve que c'est assez curieux et on n'a pas l'habitude de voir du Star Wars sur l'eau. J'en reviens encore une fois à Star Wars Galactic Battlegrounds, qui était le Age of Empire Star Wars, où tu pouvais faire des bateaux Star Wars qui allaient pêcher pour ta base et tout. Et moi, ça a toujours marqué le design de ces bateaux-là. Donc c'était marrant de retrouver d'ailleurs un bateau où il y a des espèces de voiles, mais en métal. Je trouve que le design est super intelligent. Le design du marcheur impérial aussi, qui est reconverti en grue portuaire. Il y a aussi des conteneurs, etc., comme on en voit dans les ports d'aujourd'hui. C'est un truc qui est tiré de Solo. Et des concept art de Solo, j'en place une pour ce film que je ne porte pas particulièrement dans mon cœur, mais qui, d'un point de vue concept art, le bouquin est magnifique. Genre, essayez de le toper, même si vous n'avez pas aimé le film, vous ne le regretterez pas. Enfin, vous regrettez peut-être que le film n'ait pas été fait selon certains concept art, ça c'est un problème, mais tout est toujours recyclé chez Star Wars, et encore plus depuis que Disney a racheté la franchise, donc forcément ce genre de petits détails marrants on les retrouve dans un épisode de The Mandalorian et ça fait bien plaisir, d'autant que c'est un épisode qui du coup est riche en action, que j'ai trouvé super bien réalisé par Bryce Dallas Howard, de retour après l'épisode je crois que c'était l'épisode 4 Ouais. De la saison précédente. L'épisode Les 7 Samouraïs. C'est ça, l'épisode Kurosawa, mais qui était accessoirement l'un des plus jolis, je trouve, pour l'avoir revu avec mon frère quand j'ai fait un second visionnage. Il m'avait pas vraiment marqué la première fois, mais il y avait plein de choix intelligents en fait dans la réal que là j'ai retrouvé et appris à noter tout de suite. La bagarre elle-même est vachement plus intéressante que ce qu'on a pu voir dans les 2 premiers épisodes, voire tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Je sais pas si c'est la présence des impériaux qui rend le truc un peu plus exaltant et épique, mais et bien sûr la présence de 4 Mandaloriens à l'écran en live action, ce qu'on a à peu près vu l'année dernière, mais bon, c'était des sauts câblés et un peu de nuit, donc il y avait quand même un côté moins classe. Là, il y a vraiment une espèce d'expertise dans le combat, je trouve, qui se ressent. Je sais pas si vous l'avez vécu comme ça, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon de ces nouveaux amis de Dean.
Et le dernier truc aussi, et Benji, tu parlais de la photo, j'ai remarqué que à cet épisode que du coup le réal photo, du coup lapsus, mais la photographie changeait d'un épisode à l'autre. Donc il me semble que les deux premiers ont le même réal photo, là où la saison 1 avait Greg Fraser qui est le directeur photo de Rogue One. Ça créait une forme d'uniformisation, pardon. Et du coup, cette uniformisation-là a été préférée, je pense, à une forme de spécialisation, quoi, parce qu'on a changé de réal photo. Donc là, on a du coup Matthew Jensen, je crois, qui est le directeur photo du futur, enfin du prochain Wonder Woman qu'on espère un jour voir dans les cinémas. Et mine de rien, tous ces petits changements comme ça d'environnement, d'enjeux, d'adversaires et de mise en scène font qu'on se retrouve sur un truc qui est tout de suite un peu transcendé en fait. Et c'est un peu le problème avec The Mandalorian, et j'ai vu beaucoup de gens s'enthousiasmer, dont Benji, sur les réseaux sociaux toute la journée. J'ai un peu peur qu'on reparte directement la semaine prochaine avec un épisode beaucoup plus lent et beaucoup plus posé, et on se dira putain, c'est quand même super frustrant, et en même temps super kiffant de jouer sur cette frustration, parce que ça peut créer des choses super intéressantes. Mais en l'état, j'ai été complètement enthousiasmé par cet épisode, et justement, vu qu'on a l'air à peu près tous les trois conquis, je propose qu'on rebondisse un petit peu sur différents détails. Et du coup, qu'on revienne aussi sur les différents personnages qu'on a aperçus, peut-être un peu plus tard dans le podcast quand on rentrera dans les easter eggs. Donc si vous êtes un peu paumé jusque-là, soyez garantis qu'on va tout vous expliquer sur Bo-Katan, la Death Watch, etc. On va vous faire un petit point. Je crois que Benji est preneur d'après son sourire à travers la webcam qui nous rassemble. Donc voilà, mais en l'état et sans ça, qu'est-ce que vous retenez comme petits morceaux, comme petits détails, qu'est-ce qui vous a fait kiffer en particulier dans cet épisode? Et j'ai envie de donner la parole à ma chère Phobos. Eh bien moi j'ai beaucoup aimé en fait notre héros en difficulté. Je trouve que ça change un petit peu la dynamique, parce qu'on l'a quand même beaucoup vu en mode voilà, il est un peu indestructible et il n'a pas trop de soucis dans sa vie, et là ça fait quand même 2 épisodes qu'il est un peu en galère en fait, et que c'est des gens extérieurs qui viennent le sauver, et là dans cet épisode là en plus ça arrive 2 fois de suite. Et ça, j'ai vraiment bien aimé parce que ça redonne un petit peu d'enjeu, on va dire, à ce qui se passe. Ça remet un petit peu de danger et donc d'intérêt pour les spectateurs. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié, et ça montre aussi peut-être une facette un petit peu différente de ce cher Din Djarin. Et puis j'ai beaucoup aimé le lore autour de l'Empire qui est un petit peu plus développé. Ça fait plaisir de revoir des impériaux et d'essayer de se mettre un petit peu à leur place, et en particulier le fait que c'est montré sans phare. En fait, ils sont voilà, pour eux, ils sont toujours en guerre. Ils n'ont pas de souci à sacrifier des recrues s'il le faut, et à se lancer dans des manœuvres suicidaires. Et ça, je trouve que ça, encore une fois, ça remet un petit peu de danger, et ça montre à quel point les impériaux qui restent sont vraiment des fanatiques, peut-être plus que jamais dangereux, qui n'hésitent pas à continuer cette espèce de culte de mort qui est propre au régime fasciste autoritaire. Et qui donc là est plutôt bien mis en scène dans cet épisode-là, et honnêtement je m'attendais pas du tout à voir ces thématiques-là explorées à ce moment de la série en tout cas. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Et puis bien sûr j'ai beaucoup aimé voir cette chère Bo-Katan, dont on peut peut-être expliquer un peu plus tard qui elle est vraiment. Tout à fait. Mais c'est vrai que là, sur l'aspect prolongation de l'Empire, c'est super intéressant. C'est un truc que Disney a pas mal essayé de développer au fur et à mesure des années d'univers, de nouvel univers étendu Star Wars, mais ça n'a pas encore été fait directement en live action ou avec un gros produit d'ampleur, si j'ose dire. Ou alors toujours sur des facettes très précises, avec des personnages qui potentiellement vont, on le sent, finir par abandonner les couleurs de l'Empire. Là, au contraire, on a des vrais bons nazis de l'espace comme on les aime quelque part, ou comme on aime les haïr, devrais-je dire. Et donc la petite capsule électrique ou le Long Live the Empire fonctionne plutôt bien là aussi pour moi. Par contre, après, sur le côté Mando en difficulté, je te passe la parole, Benji, avec cette question-là et d'autres questions que tu as peut-être toi aussi soulevées. Moi, je trouve qu'il a toujours été en difficulté et que c'est un peu sa caractéristique principale. Enfin, je veux dire, l'épisode
Épisode 2, il savait pas faire du cheval, il se faisait têche son vaisseau. Après, fallait qu'il aille récupérer, aider des vieux mercenaires tout pourris, libérer un autre gars. Enfin, en fait, s'il était vraiment ultime, ce Mandalorien, il ferait tout seul à la Boba Fett. Et il l'est pas vraiment. Donc, je trouve que c'est plus une continuation qu'un vrai effort tu vois, d'insister sur le côté danger. Après, peut-être que mélangé à la présence des impériaux et du fait qu'il y ait un peu plus qu'une escouade, n'est-ce pas, Bo-Katan, ça donne une impression de danger, effectivement. Bah, je sais pas, parce que tu vois, par exemple, dans l'épisode 1, le dragon de Crate, il le bute plus ou moins tout seul, quoi. Ouais, dans non, l'épisode 1, Jacob. le Mandalorien, il est assez triomphant, même si évidemment il a besoin de ce team-up avec Oliphant. Je ne me souviens plus de son nom in-universe. Cobb Vanth. Mais ouais, pour répondre à ce que tu disais, Thibaut, je suis plutôt d'accord avec le fait que ce soit une continuité et pas forcément une rupture, même si je pense pas que ce soit ce que Constance disait. Mais par contre, je dirais que ça marche de mieux en mieux. Émotionnellement notamment, je trouve que ce Mando, on s'y attache de plus en plus et qui devient de plus en plus sensible en fait à l'image, ce qui est quand même vraiment un pari pas facile, parce que ça on l'a dit dès l'épisode 1 de la saison 1, mais animer un personnage casqué entièrement, tu vois, qui va pas communiquer par son visage, et vraiment n'a aucune fenêtre de communication humaine sur le monde. Tu vois, je veux dire, un Batman, il a sa bouche, Daredevil aussi. T'as les personnages qui ont un masque de la bouche, du coup, ils ont les yeux, comme Bane. Spider-Man avec les yeux qui bougent. Voilà, Il y a pas mal de choses qui peuvent être trouvées. Mais là, même dans les Spider-Man, on cherche souvent à retirer son masque à la première occasion, alors que là, le Mandalorian, t'as quand même un truc dans le lore qui fait qu'il va pas retirer son casque. Ceci dit, il y a quelque chose dans cet épisode qui va pouvoir remettre ça en question. Et pareil, ça me fait un petit peu espérer peut-être que, je sais pas, d'ici à la saison 3, 4, 5, je sais pas quand, on se retrouve avec un Mandalorian qui évolue sur ses convictions, et qui finisse par retirer son casque de temps en temps, peut-être s'humaniser un petit peu, nous montrer un peu plus Pedro Pascal, mais en tout cas je trouve que ce personnage, on s'y attache de plus en plus, qu'effectivement il est montré très en difficulté dans cette saison 2. C'est vrai que l'épisode 2, j'y reviens, mais il était marquant parce qu'il était très violent, très viscéral, et que le gars se retrouvait vraiment dans une situation hyper coton, et que ça continue, je veux dire, sa malchance continue dans cet épisode 3, notamment cette scène sur le vaisseau pirate. Moi, elle me marque absolument, enfin ce vaisseau pirate Mon Calamari, parce que je trouve en fait aussi que cette saison se permet beaucoup plus de choses en termes de violence et de cruauté. En fait, d'ailleurs, ça avait fait toute une polémique sur Twitter dans l'épisode 2, avec le fait que le bébé Yoda se gobe des petits œufs d'une espèce en voie de disparition. Mais c'est vrai que je trouve que la série se permet beaucoup plus d'aller sur des trucs un peu sombres, un peu méchants, un peu violents. Et la séquence du bateau pirate, c'est totalement ça, quoi. C'est vraiment... ça te prend quand même vachement par surprise, le fait que les mecs donnent l'enfant à bouffer à leur espèce de kraken. C'est vraiment infâme, quoi. Le truc arrive de nulle part. Puis finalement, ils emprisonnent le Mandalorien pour lui piquer son Beskar. Et je sais pas, moi, ça m'a fait penser... Alors, je sais pas du tout si les gens résonneront avec cette vibe. Je sais pas non plus d'où me vient cette connexion, mais ça m'a totalement fait penser au livre dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que quand tu jouais au livre dont vous êtes le héros, dans ces univers, pareil, un peu médiévaux, fantastiques, piraterie, machin, tu faisais un mauvais choix. Donc là, par exemple, il a clairement fait le mauvais choix de suivre ces mecs qui lui ont dit qu'ils connaissaient des Mandalorians sur un bateau pirate. Et du coup, tu tournes la page, tu vas à la page, tu vas au numéro 533,
et ils te disent oui, ils ont jeté le bébé dans le Kraken et ils t'ont enfermé dans une grille et t'es mort, tu vois. Et juste t'as un destin horrible en un seul paragraphe parce que vraiment t'as fait un choix de merde et tu te dis donc j'espère que j'ai tenu la page d'avant pour y revenir parce que j'ai fait un très mauvais choix. Et c'est un peu ce qui lui arrive, quoi. Et c'est vrai qu'il est de plus en plus en difficulté dans cette saison. Il est face à des enjeux qui sont qui sont plus viscéraux. Et ce qui fait que l'arrivée de Bo-Katan et sa team est d'autant plus salvatrice. C'est marrant que tu aies cette ref des bouquins dont on est le héros. Je vois totalement où tu veux en venir en plus en disant ça. Moi, ça me faisait penser... je trouvais qu'il y avait une petite vibe fanfiction aussi, mais dans le bon sens du terme, avec le fait que justement, il se retrouve dans des situations pas possibles et que bim, à chaque fois, il y a Bo-Katan et ses potes qui débarquent pour venir le sauver, alors que sinon, il serait vraiment dans la merde. Et c'était assez plaisant, en fait. Enfin, je trouve que ça fonctionne pas mal, quoi. Il y a un côté très feuilletonnant, en fait, super épisodique, presque un peu comme du Tintin, c'est-à-dire une sorte de succession de péripéties. Le mec est dans un endroit, il fait un mauvais choix, il est dans un autre endroit, il se retrouve enfermé, mon sang Milou, comment on va s'en sortir? Puis évidemment il s'en sort grâce à un Deus Ex Machina complètement éclaté, mais justement tu suis ce truc et c'est aussi pour ça que je parlais sur Twitter de cette sensation d'aventure. Je trouve qu'ils ont vraiment trouvé leur rythme en termes d'écriture et ils assument totalement d'être dans une succession de péripéties très assumées, avec des Deus Ex Machina, etc., mais juste pour le plaisir de l'aventure, quoi. Ouais, je pense que c'est ce qui leur permet de développer peut-être au mieux leur formule et en tout cas l'idée que le rythme n'a pas besoin d'être toujours maintenu, qu'il puisse avoir aussi des changements d'environnement un peu liés à une seule phrase ou une seule conversation à base de ces types-là qui sont dans ce bar, tu vas monter sur leur bateau, ils vont t'emmener sur une île. Après, du coup, c'est genre, je vois ce que tu veux dire et c'est un peu toujours c'est mon côté fan schizophrène là qui parle pour le coup, mais genre c'est à la fois ce que je trouve super dingue en fait dans The Mandalorian et c'est ce que je trouve vraiment stupide en fait par moment, parce que notamment quand il est enfin sauvé par la Death Watch et que le mec après avoir passé 10 chapitres à trouver des Mandaloriens, son premier réflexe c'est d'enlever de dire t'as enlevé ton casque, bah je me barre, et il se barre en jetpack, c'est en mode oh non je vous aime pas, vous êtes pas mes amis. Et j'étais en mode genre en fait, il est super con ce personnage. Enfin, t'as vraiment l'impression que genre il est écrit par des enfants ou pour des enfants, tu vois. Et on en revient du coup à cette espèce de naïveté complètement désarmante en fait parfois de The Mandalorian et qui certes fait du bien surtout en ce moment, mais d'un autre côté parfois me laisse un peu pantois parce que je me dis bon quand même au final c'est juste pour recréer une espèce de scène d'action, une demi-scène d'action pour qu'au final il l'invite dans le bar, tout ça parce qu'il a tué le cousin du pirate local ou du pêcheur local, qui d'ailleurs sont des Quarren et non pas des Mon Calamari comme le dit Benji. Je me permets de corriger. Tu fais bien, tu fais bien. Voilà, mais ils vivent tous les deux sur la même planète qui s'appelle Mon Calamari. Voilà, parce que sinon c'est jamais très simple. Mais voilà, c'est une planète dans lesquelles se partagent qui est partagée entre deux espèces, donc les Calamari et les Quarren. Et donc les Quarren c'est ceux qui ont des têtes de poulpe avec des tentacules, et les Mon Calamari c'est comme les It's a Trap, donc les amiraux Akbar et compagnie. Tu vois, ça m'arrive qu'on me dise que je suis un nerd parce que je kiffe Star Wars. À chaque fois, je dis aux gens, non, je suis pas encore. Heureusement, tu as cet exemple. Je ne sais pas faire la distinction entre les Mon Calamari et les Quarren, quoi. C'est ça, bien vu. Mais voilà, ouais. Historiquement, il y a un peu de racisme quand même envers les Quarren parce que c'est toujours les méchants, quoi. D'accord. Tu vois, le calamari, peut-être que c'est lui qui l'a vendu au départ. Hein, il me semble que c'était lui qui servait la bouffe au resto. Attends, il a son petit pull de pêcheur trop mignon là. C'est vrai qu'ils ont leur petit pull marin. Ils ont leur petit pull irlandais et d'ailleurs dans le bar ils servent de la chowder. Alors pour nous, ceux qui connaissent pas, c'est une soupe de poisson traditionnelle qui vient, alors suivant qui tu parles, ça vient soit de Vendée, soit d'Irlande, soit de la côte est américaine. Donc voilà, mais c'est un truc de pêcheur. C'est un truc de pêcheur. Eh ben, on en apprend tous les jours. Le point Phobos désormais, c'est même plus les parcs d'attractions, c'est directement la nourriture.
qu'elles viennent de parcs d'attractions ou non d'ailleurs. Et Donc, d'ailleurs, le petit restaurant ressemble beaucoup quand même à l'intérieur de Docking Bay 7, qui est le restaurant de Galaxy's Edge. il fallait que ce soit placé. Et c'est la deuxième référence à la bouffe de Galaxy's Edge potentiellement. Mais bon, revenons à nos moutons, et je pense qu'on va pas pouvoir garder le mystère beaucoup plus longtemps autour de Bo-Katan, puisque du coup on la rencontre dans cette fameuse lune océanique qui porte le nom de Trask, et qui cache en fait un port qui lui-même cache un marché noir qui est un peu mené par les restes des impériaux, puisqu'on apprend de la bouche de Bo-Katan que en fait ils ont pillé Mandalore dans ce qui est désormais désigné depuis 2 saisons déjà comme la grande purge de cette planète-là et de son peuple. D'où le fait qu'ils soient cachés et traqués par les impériaux dans la saison 1. Enfin, ils se cachent eux-mêmes, ils ne sont pas cachés par les impériaux, mais ils font attention à ne pas trop se montrer. Vous vous en souvenez. Après, Bo-Katan, contrairement à ces Mandaloriens là, peut-être, elle est un peu plus agressive. C'est un personnage que les fans connaissent bien, puisqu'ils l'ont vu à la fois dans Clone Wars, puis dans Star Wars Rebels. Elle était incarnée à l'époque par Katee Sackhoff, qui est connue pour Battlestar Galactica, entre autres, et qui du coup lui prêtait sa voix, et qui aujourd'hui réalise peut-être le seul exemple que je connaisse d'un personnage qui serait animé, qui prend vie en live action. Alors on risque d'avoir un deuxième exemple très bientôt, mais on y reviendra. Mais déjà rien que ça, c'est quand même assez ouf. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Phobos qui connaît le personnage en animation, puis Benji. Moi, j'ai été vraiment assez surprise par la fidélité en fait de cette adaptation. C'est quasiment du cosplay au sens noble du terme, dans le sens où ils sont allés vraiment essayer de recréer certains détails. Typiquement, elle a des sourcils très particuliers dans le dessin animé qu'ils ont refait là dans la série en live action. Et donc j'étais assez soufflée en fait par la qualité et le fait qu'il colle vraiment à l'original du dessin animé, et je trouve que bon, le jeu de Katee Sackhoff fonctionne et que la caméra de Bryce Dallas Howard sait bien la mettre en valeur aussi, donc je trouvais que c'était plutôt chouette comme adaptation. Benji. Donc moi je ne connaissais pas, en fait je la connaissais superficiellement, parce que effectivement quand on suit un tout petit peu l'univers de Star Wars, on a quand même l'occasion de voir de temps en temps popper des personnages de Rebels, de Clone Wars, mais justement j'ai jamais regardé ces 2 séries là dans la longueur. J'ai un tout petit peu plus regardé Rebels que Clone Wars quand même. Mais moi j'étais assez content de la voir à l'écran, parce qu'en fait donc je l'ai quand même reconnu, parce que comme dit Constance, le design est très fidèle au dessin animé et très marquant du coup, hein. C'est vraiment je pense que c'est quand même un design qu'on garde en tête, même si on l'a vu dans 2-3 screenshots sur des comptes fans de Clone Wars. Et j'étais assez content parce que, en fait, c'est ce que je suis en train de me dire à propos de The Mandalorian, et c'est aussi pour ça que je suis super emballé par la série ces temps-ci. C'est que je me dis, génial, quoi. C'est toujours ce délire des séries où t'as Filoni quelque part derrière, même si là, c'est pas le showrunner, ce boulot-là est celui de Jon Favreau. Si je me trompe pas. Mais tu ne te trompes pas. Voilà, mais donc les séries où tu as quand même Filoni qui gravite, que ce soit Clone Wars ou Rebels, tu as toujours eu ce truc-là de la première saison est un peu lente, elle est peut-être même parfois un peu ratée, mais ça se lance. Et les gens qui ont tenu le coup, dont je n'ai jamais fait partie, pour aucune des deux, te disent à chaque fois non mais c'est bon, à partir de la saison 2 ou de la saison 3 c'est chambé, c'est ce qui se fait de mieux dans Star Wars ces temps-ci, c'est trop bien, l'univers étendu est hyper bien exploré, les personnages, t'as jamais vu Anakin être aussi bien que ça, moi je le kiffe que dans Clone Wars, je l'aime pas dans les films et tout. Et j'ai toujours été un peu jaloux, en fait, d'une certaine manière, de ces gens qui étaient totalement rentrés dans Clone Wars et Rebels, parce qu'effectivement, moi, j'ai jamais pu. Il y a toujours eu des trucs qui m'ont bloqué à l'entrée. Justement, ces premières saisons qui sont un peu lentes, le style d'animation dont j'ai jamais été très fan, ou même le côté parfois un peu enfantin des scénarios, des situations, de l'écriture. Et là, dans The Mandalorian, je me dis, génial. The Mandalorian, je suis rentré dedans direct.
Et là, il commence à aller dans une direction un peu filonienne d'explorer ce type de lore et de ramener des personnages qui viennent de Clone Wars, de Rebels. Et je me dis, bah génial, voilà, c'est ma porte d'entrée dans ce type d'univers-là, dans ces recoins de l'univers Star Wars. Et tu te dis que si on en est là au début de la saison 2, bah voilà, si ça continue plusieurs saisons encore, on pourra aller très très loin et on pourra explorer des choses assez fabuleuses en live action, quoi. Et donc, je sais pas, si on commence à explorer de la mystique, Sith, des holocrons, des trucs Jedi, Ancienne République, dans ce cadre live action, gros budget, super léché, etc. Moi, je pense que c'est un truc qui va complètement m'embarquer. Et sinon, juste très rapidement, ce personnage, j'ai trouvé réussi, bien interprété. La ligne, l'équilibre ténu entre justement le côté un peu tiède de refaire un design de dessin animé à l'écran et le côté il faut que ce soit bien en live action et plutôt bien tenu. Des fois, je dois avouer que ça m'a fait un tout petit peu bizarre dans certaines scènes, quand tu vois justement tous ces Mandaloriens se battre, d'avoir vraiment ces armures qui me faisaient penser à Rebels et à Clone Wars, parce que c'est des silhouettes très différentes aussi. Il y a vraiment un côté très effilé, des silhouettes très féminines aussi de ces armures de Mandaloriens, qui n'étaient pas nécessairement le cas dans les armures de Mandaloriennes qui avaient été designées pour la saison 1, qui étaient du coup pas des designs de Clone Wars, mais vraiment des designs de la série The Mandalorian, où en fait les nanas, elles avaient plus ou moins les mêmes armures que les mecs, à peu de distinction près. Là, l'armure de Bo-Katan, elle a quand même vraiment ce côté effilé, ce côté le trait du dessin animé, quoi, d'une certaine manière, mais je trouve que c'est quand même bien joué. Et les personnages sont quand même vachement iconisés, quoi. Ça, on pourrait y revenir plus tard. Ouais, à fond, tu fais bien de rebondir sur l'iconisation des trois d'ailleurs, parce que c'est sûr qu'on reconnaît Bo-Katan si on a connu Clone Wars et Rebels, ou même qu'on a un jour croisé une image du personnage, parce que ils ont vraiment collé sur jusqu'au moindre détail. C'est-à-dire que je pense que ce personnage-là, si on met de côté le supposé Boba Fett qu'on a à la fin du premier épisode, qui porte un costume du coup inédit, il a pas vraiment la même fonction. Donc du coup, c'est à Bo-Katan que revient l'honneur de, j'ai envie de dire, explorer le Filoniverse en live action, quoi. Et je sais qu'à l'époque des rumeurs, moi j'ai vu beaucoup de gens dire, alors moi je suis fan de Filoni, mais j'ai pas des discussions en famille à Noël pour expliquer c'est qui Bo-Katan, qu'est-ce qu'elle foutait là, pourquoi. Et déjà sur le Darksaber, tu vois, c'était quand même déjà un truc entre guillemets un peu pointu, quoi. Pour les gens qui ont jamais vu les deux cartoons, c'est un truc qui n'existe pas et on te dit quoi, un sabre laser noir, mais qu'est-ce que c'est? Après, moi j'ai toujours apprécié ces univers où quelque part c'est un peu en mode démerde-toi et t'as des encyclopédies, t'as des trucs en ligne gratos, t'as même pas besoin de débourser de l'argent pour savoir, tu vois. Donc moi j'ai toujours bien aimé ça. Après, je peux comprendre que ça ne convienne pas à tout le monde, et surtout dans un univers aussi grand public que Star Wars. Pour revenir sur Bo-Katan en particulier, du coup je suis content d'apprendre que Benji, ça t'a pas gêné, même si t'as un minimum de culture par Clone Wars et Rebels, alors que pour le coup ils y vont vraiment à fond. C'est-à-dire que comme tu dis, ils gardent ce design inspiré d'une chouette dans le casque, alors notamment avec ce choix assez étrange d'avoir dans la série animée effectivement marqué certains personnages féminins, mais pas tous, avec ce qu'on appelle plus communément des boobs plate, donc une armure, c'est ça Phobos, qui va épouser la poitrine plutôt que de la cacher. Il y a aussi la visière en T qui est arquée, donc là aussi pour évoquer un hibou, donc ça me dérange un peu moins, mais ça fait un peu en mode les mecs ils ont une vraie visière en T et les nanas elles ont un petit truc arqué, même quand elles sont très méchantes. Et du coup c'est marrant d'avoir gardé ça, d'avoir même aussi copié en fait ce genre de design pour la Mandalorienne qui l'accompagne, qui est aussi du coup un membre des Night Owl, qui est historiquement l'escouade de notre ami Bo-Katan, et qui du coup et on voit d'ailleurs un moment dans l'épisode, il y a un cadrage où on voit leur petit symbole de chouette sur l'épaulière gauche ou droite, je ne sais plus. Donc ça va vraiment épouser jusqu'au moindre détail, le petit serre-tête avec les LED sur le côté qu'on a vu dans Clone Wars saison 7 et dans Rebels avant ça, mais bon, qui ont déjà deux designs différents dans les deux séries puisque ça se passe pas tout à fait au même moment. Et donc c'est vrai que c'est complètement déroutant, parce que je me dis, j'ai vu des gens dire
j'ai vu des gens faire oh yes, et j'ai vu des gens dire ok, ça me donne envie d'en voir plus. Donc je pense que comme The Mandalorian croisé aux univers et aux personnages de Filoni, on va trouver toutes sortes d'avis. Maintenant, dites-vous bien que même si vous ne connaissez pas ces personnages-là, je pense que vous avez à peu près compris l'épisode et que vous ratez pas énormément de choses. J'en discutais avec Manu du coin pop que je salue bien bas ce matin sur Twitter. Et qui me disait il faut rappeler aux gens qu'il faut aller voir The Clone Wars et Rebels, et je suis on ne peut plus d'accord, mais je suis pas persuadé qu'en fait ça t'ajoute tant que ça sur l'épisode, au-delà du côté vraiment tu vois, fan service quoi. C'est-à-dire quand tu la vois apparaître, tendre la main comme la Death Watch tendait la main au petit Din Djarin quand il était petit, enfin tu vois, genre tu te dis ok, il y a une récurrence, mais toi tu sais tout le symbolisme qu'il y a derrière, parce qu'elle a effectivement elle aussi fait partie de la Death Watch, on y reviendra, mais c'est cool si tu connais le perso. Si tu le connais pas, c'est jamais qu'un perso secondaire mandalorien qui, du coup, cette fois, enlève son casque. Donc on imagine qu'il ne suit pas le credo mandalorien comme suivaient ceux qu'on pouvait croiser dans la saison 1, comme la forgeronne ou même l'autre personnage mandalorien qui avait 2-3 répliques qui étaient doublées par Jon Favreau. J'ai plus son nom. Paz Vizsla. Paz Vizsla, ok. Vizsla. Et du coup, c'est quand même assez satisfaisant d'avoir pris tout ce temps. Et effectivement, comme dit Benji, je comprends pourquoi tu peux être jaloux de tout ça. Mais pour l'instant, je veux dire, moi, je sais pas plus de choses que vous sur Bo-Katan au moment où elle apparaît. Je sais plus de choses que vous que quelqu'un qui n'aurait pas vu les séries sur son passé, en fait. C'est-à-dire que, et ça, on pourra y revenir plus tard. Mais pourquoi elle cherche le Darksaber à ce moment-là et pourquoi elle a envie de reprendre le trône de Mandalore après plus ou moins l'avoir perdu 2 ou 3 fois. Pour l'instant, je sais pas, parce qu'il y a des vides à combler et que c'est ça qui est super marrant de convoquer ces personnages-là. C'est pour ça que c'est très intriguant en fait. C'est-à-dire qu'il traverse la vie de Din Djarin et ça se trouve, ça peut s'arrêter là en fait. Moi, j'ai pas envie que ça s'arrête là. J'ai pas envie non plus que ça se transforme en une multiplication de spin-off, puisque c'est la rumeur et les rumeurs qui reviennent de plus en plus autour de The Mandalorian, c'est qu'un peu tous ces personnages qui traversent comme ça la saison vont peut-être avoir droit derrière leur propre show, quitte à ce que ce soit des mini-séries. Bon, à la rigueur, pourquoi pas, mais je me dis, en fait, ce qui est cool, c'est que s'il traverse la vie de ce personnage, c'est aussi pour le changer. Surtout quand on a un personnage qui est masqué et qui a une personnalité qui n'est pas encore très marquée. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le voir changer d'allégeance et peut-être effectivement un jour de taper un délire en mode pendant 3 épisodes, il est sur Mandalore et il file un coup de main à ses Mandaloriens. J'avais presque même envie qu'à la fin, quand j'ai vu Baby Yoda être adopté par ce couple de grenouilles, je me suis dit, ça se trouve, là pendant 3 épisodes, il n'y a pas de Baby Yoda, tu vois. Et ça serait super ballsy pour moi de faire ça et de dire, ouais, en fait, le vaisseau impérial, il passe en hyperespace, il se retrouve encerclé de Star Destroyer et grosse bagarre pendant 3 épisodes, ils se font capturer, il se passe un truc, Ahsoka Tano, qui a été mentionné à ce moment-là, vient les chercher, parce qu'elle a une dette envers Bo-Katan ou quoi. Il y a plein de trucs qui pourraient se passer. Au final, on revient sur ce côté un peu ulycéen, pour emprunter ton terme sur Twitter, Benji, des péripéties, on va de péripétie en péripétie, mais c'est toujours des petits trucs à base de, bon, les sirènes, ça peut être dangereux, mais voilà, on va pas avoir... il va pas tomber dans l'eau, puis être bouffé par un kraken, puis être... on va pas aller de mal en pis, on va juste aller de trucs différents en trucs différents, et ça se trouve, la semaine prochaine, on est de retour avec, shooter des chauves-souris géantes dans les arbres, quoi. Donc, on verra bien, mais c'est un peu tout le problème, et en même temps, toute la beauté de ce Mandalorian, donc selon là où on se place, il faut faire son choix. Mais en tout cas, c'est super marrant de se dire que ce perso est là, fonctionne, permet de développer du lore sur les impériaux, sur ce qui l'advient de la planète Mandalore pendant tout ce temps, sans forcément avoir à convoquer des scènes entières d'exposition, quoi. Parce que tu te dis, tu vois, ça me paraît beaucoup plus naturel, mais c'est peut-être parce que j'ai vu ces 2 séries, que Poe Dameron qui est devant la résistance et qui dit somehow Palpatine has returned, et d'un coup tu as 12 000 questions qui te viennent, tu vois. Là, on te dit genre... Il n'existe pas ce film. On pourrait longuement en parler, et tu l'as déjà fait très bien dans ton podcast Logos, mon cher Benji, donc je renvoie les intéressés. C'est ça, je renvoie les intéressés vers cet épisode d'anthologie. Mais effectivement, moi je trouve ça assez ouf de se dire que ça fonctionne en fait, tu vois. Et ça a toujours fonctionné, hein. C'est-à-dire que même moi,
qui suis pas un énorme fan de Clone Wars à la base, la saison 7 m'a vraiment conquis, mais je veux dire, à l'époque de Rebels, par exemple, j'avais très envie qu'ils développent de nouveaux persos, et quand j'ai vu apparaître dès la saison 2 les anciens commandants clones, Rex et tout, j'étais en mode, qu'est-ce que tu m'emmerdes encore avec ça? Et 2 épisodes plus loin, j'étais là en mode, quoi? Ils ont tué tel clone et tout, mais putain, c'est horrible! Et j'étais à fond, quoi. Et je ressens ça déjà. Alors après, c'est peut-être parce que je suis un fan de Filoni, mais arrêtez-moi si je parle. Est-ce que vous ressentez cette même excitation? Est-ce que vous avez envie d'en voir plus, quoi? Benji, toi qui connais rien de presque. En fait, j'allais te dire, et je pense que tu mets totalement le doigt sur le truc, ça marche même si t'as pas regardé Clone Wars, si t'as pas regardé Rebels. Après, je pense qu'il faut juste avoir une fibre particulière, et c'est pour ça que bon, je plaisantais tout à l'heure sur le fait de pas être un nerd, mais en fait, je suis un gros nerd, tu vois, comme nous tous. C'est pour ça qu'on se retrouve autour d'un micro pour discuter de The Mandalorian. Et c'est aussi, justement, moi, je trouve qu'il y a un côté fascinant à regarder un épisode de 40 minutes et à se faire 40 minutes de plus après sur Wikipédia ou, tu vois, ou sur des vidéos YouTube d'un mec qui va te dire voilà, ça c'est l'histoire complète de Bo-Katan. Et en fait, ça me fait penser à plusieurs choses, ce qui se passe ces temps-ci dans The Mandalorian. Alors, comme tu disais, j'avais cité sur Twitter l'Odyssée, parce qu'effectivement, je trouve... Alors, bon, là, pour le coup, on est sur une référence plus grande que tout, hein, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'insurger. Bon, c'est une hot take, on va dire, mais... dont toi seul a le secret. Je trouve qu'il y a de ça, on va dire, juste dans ce rythme, effectivement, de succession de péripéties, et ce côté presque désespéré de... On sait pas ce qu'il cherche, ce mec, en fait, tu vois, il veut retrouver ses potes les Mandaloriens, il veut ramener Baby Yoda chez les Jedi, mais on sent que ses objectifs, ils sont quand même très 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 loin, que c'est pas du tout des choses qui vont être résolues en un épisode, et que c'est plutôt des espèces de phares qui vont le guider dans les ténèbres de la galaxie, et qu'en fait, il va juste continuer de tomber de galère en galère et de planète en planète, et qui sera constamment déçu, en fait, parce que... Et justement, c'est un peu ce côté débile, effectivement, en fait, le mec, il trouve des Mandaloriens, et juste parce qu'ils enlèvent leur casque, il se barre voilà, deux minutes après les avoir rencontrés. C'est vrai que c'est complètement absurde, et en même temps, ça rejoint vraiment ce côté-là de... En fait, t'es dans la déception constante de ce personnage-là qui devient presque un personnage tragique et qui va juste continuer d'avancer, de vivre des aventures avant de pouvoir rentrer chez lui, tu vois, de pouvoir retrouver les Mandaloriens, ramener Baby Yoda chez les Jedi, etc. Ça, je trouve ça assez fascinant. Et sinon, sur le côté... en fait, ce que tu disais, le côté frustrant de la série, où tu peux avoir un vrai pic, comme cet épisode, où on est méga emballé, on fait des plans sur la comète de ouf et tout, et peut-être que la semaine prochaine, l'épisode, il sera nul, tu vois, ou en tout cas, il sera un peu lent, un peu pas très bien réalisé, il y aura peut-être Bill Burr dans un rôle secondaire. Aïe, aïe, aïe. Voilà, ils vont nous sortir, je sais pas, peut-être ils vont nous ramener Joe Rogan, tu vois, ce serait catastrophique, mais enfin, voilà. Et on sera un peu deg, mais et justement, moi, c'est un truc qui me fait beaucoup penser à une autre série qui est chère à mon cœur, et peut-être l'une des séries qui est le plus chère à mon cœur dans tout cet univers de pop culture, qui est Doctor Who, et qui est en fait totalement ce délire-là, c'est-à-dire que Doctor Who, c'est bien 2 épisodes par saison à peu près, tu vois. et voilà, et en même temps, on est complètement matrixé sur ce truc-là, et Doctor Who, c'est aussi le même truc où moi je tombe dedans la tête la première, et t'as un épisode qui va faire référence à un truc qui s'est passé dans les années 60, et ça, il va falloir sortir des articles Wikipédia pour comprendre le truc, quoi, ou alors aller se taper des vieux trucs, du lore, des vidéos YouTube, et juste pour moi, c'est un petit peu voilà, en fait, la magie de ces univers de pop culture, et c'est le kiff du truc, en fait. Et finalement, c'est souvent des trucs qui te vendent beaucoup plus que ce qu'ils te donnent. Parce que, enfin, là, tu vois, on discute de manière complètement exaltée, mais si on y réfléchit, cet épisode 3, c'est juste un épisode de 40 minutes avec 3 scènes d'action. Même pas, c'est même l'épisode le plus court de la saison. C'est quand tu vas sur Disney+, tu vois 54 minutes, ouais. Après un truc genre 41, puis là 35, oui, et tu fais putain, d'ici ce qu'on arrive au final, en fait, ça sera un épisode de 5 minutes. C'est ça.
Et bah, voilà, l'épisode est relativement court, c'est 3-4 scènes d'action qui s'enchaînent, l'intrigue est très très simple. Donc en fait, l'épisode en lui-même, il te donne pas grand-chose, mais en même temps, il te donne beaucoup à penser et à ronger, quoi. Et c'est juste ce délire de nerderie qui fait du bien. Ça t'a fait du bien aussi, Phobos, t'as un truc à rajouter sur cet épisode riche en action et en caméo, en guest. On reviendra de toute façon sur l'histoire de Bo-Katan tout de suite, mais si t'avais quelque chose à dire sur elle en particulier ou sur ta sensation au sortir de l'épisode que t'as vu 2 fois. Du coup, j'imagine que ça prouve que ça a bien marché sur toi et que ça t'a donné envie de repenser du Star Wars comme jamais, quoi. Bah ouais, je pense on retrouve un peu une joie enfantine devant cet épisode qui est rempli, au-delà du fait qu'il est rempli d'action par rapport au reste de la série, il n'y a pas une scène en trop, quoi. C'est très... tu sens que c'est bien cousu, c'est bien foutu, et voilà, ça fait plaisir, effectivement. Après, est-ce que la suite sera à la hauteur ? C'est la question. Une chose est sûre, on va voir Ahsoka Tano. Le nom est lâché. Après des mois entiers de rumeurs, on s'attend du coup maintenant à une incarnation live-action de Ahsoka Tano, qui serait jouée par une actrice dont on connaît déjà le nom. Hein, si les gens, on va pas le dire là. On va pas le dire là. J'allais le dire là. Donc je me retiendrai. On va pas le dire au cas où les gens, du coup, potentiellement, voilà, vous êtes beaucoup à être passés entre les mailles du filet de ce pêcheur Quarren sur la planète Trask. Donc voilà, ne soyons pas trop méchants avec vous. Mais c'est possible qu'on ait une petite surprise dans les épisodes suivants. Si tant est qu'elle apparaisse dès l'épisode suivant, parce que vu qu'on va souvent d'une péripétie à l'autre de manière un petit peu naïve dans The Mandalorian, il se pourrait que le vaisseau cale ou soit inondé, si j'ose dire, avant d'arriver sur la planète Corvus et la ville de Calodan, 2 noms que j'ai cherchés sur Wikipédia et qui sont pour le moment inédits, donc on peut pas vraiment se saisir de l'univers étendu, qui soit canonique ou non, pour imaginer à quoi ça peut ressembler. J'espère juste que ça ressemblera pas à Endor ou au village de pêcheurs de crevettes qu'on avait déjà eu dans la saison précédente. Qu'est-ce qu'on attend de l'arrivée de Ahsoka Tano quand on est Benji et qu'on n'a pas eu la patience d'aller au bout de Clone Wars et de Rebels ? Alors, pareil, pas mal de choses. C'est quand même Ahsoka, du coup, moi j'ai pas eu l'occasion d'en faire l'expérience de première main, on va dire, parce que effectivement j'ai pas du tout tenu assez longtemps dans Clone Wars pour que ça devienne un personnage intéressant, et je l'ai un tout petit peu vu dans Rebels avec ses sabres blancs, un petit peu plus âgée, donc pareil, intéressante, mais voilà, j'ai pas vu en voir grand-chose. J'ai pas pu en voir grand-chose. Par contre, ce que je trouve incroyable avec ce personnage, c'est qu'il me semble quand même, voilà, quand tu regardes un petit peu les discussions de fans, juste ce qu'elle devient dans l'inconscient collectif, le nombre de cosplays que tu vois d'elle, qu'en fait les gens l'aiment énormément, et que elle tend à devenir de plus en plus un des grands personnages de Star Wars, un des personnages assez majeurs de cette saga, et donc je pense que la prochaine étape, c'est absolument de la voir en live action. C'est le truc qui va permettre de concrétiser ce truc-là et de finalement la canoniser dans l'esprit des gens, parce que c'est vrai que Star Wars, malgré l'univers étendu et toutes les geekeries, ça reste un truc qui prend son origine en live action, et donc il y a toujours un petit peu ce saut d'approbation d'une certaine manière, de passer en live action. C'est le moment où ça devient vraiment canonique et où tu peux dire à ta grand-mère que oui, Ahsoka Tano, c'est un vrai personnage. Alors oui, bon, peut-être que ta grand-mère, elle regarde pas The Mandalorian, mais en tout cas, le live action, c'est un petit peu ça, quoi. Et pareil, si un jour on a Knights of the Old Republic ou la guerre Jedi Mandalorian en live action, ça voudra dire beaucoup de choses. Et sans du coup spoiler le casting, j'ai quand même l'impression que pareil, ils ont beaucoup d'ambition en fait pour ce personnage. Ils se disent que et voilà, ils vont pas laisser ça au hasard, ils vont pas laisser ça à une actrice débutante, ils vont vraiment en faire un gros truc. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, même visuellement en fait. J'ai du mal à l'imaginer, tu vois.
J'imagine pas encore totalement à la fois ce personnage, cette actrice, ce que ça donnera en live action. Et en même temps, voilà, je suis super chaud pour voir ça. Et en plus, on sait qu'il y a Filoni derrière qui a créé ce personnage et qui en a fait ce qu'elle est devenue. Et peut-être me prouver pourquoi ce personnage est si adulé par les fans. De ton côté, Phobos, qu'est-ce que tu attends de ça ? Est-ce que toi qui connais un peu plus le personnage, tu as d'autres envies ou peut-être d'autres intuitions par rapport à ce qui va se passer ? Beaucoup d'attentes, mine de rien, quand même, effectivement. Ahsoka, on l'a vu à plein de périodes de sa vie dans toutes les séries animées Star Wars. Donc, c'est vrai que l'attente est grande de voir ce qu'ils vont en faire visuellement, parce qu'il y a quand même des petits enjeux autour du personnage. Elle a la peau orange avec ses dessins blancs. Elle a ces espèces de... Alors, c'est pas des lécous, mais j'oublie toujours le nom que c'est exactement pour sa race. Donc il y a des choses assez intrigantes. Voilà, j'ai hâte de voir quels sont les choix artistiques qu'ils vont avoir fait là-dessus. Et après, j'ai hâte de la voir aussi pour pouvoir explorer comment est-ce qu'ils vont représenter la force dans The Mandalorian, parce que jusqu'ici on avait vu 2-3 trucs par ce cher bébé Yoda, mais voilà, même si ce n'est pas une Jedi techniquement, Ahsoka Tano, c'est quand même une grande guerrière qui maîtrise très bien la force. Donc voilà, j'ai hâte aussi de voir comment est-ce qu'ils vont mettre en scène ça. Est-ce qu'ils vont l'exploiter ou pas, d'ailleurs ? Est-ce que ça va être plutôt une ermite un peu qu'ils vont envoyer balader ce cher Mandalorian et qu'au final on va pas la voir beaucoup, ou est-ce qu'au contraire on va la voir en action ? Ça c'est un petit peu la question qui se pose. Et je te confirme que le terme Leku convient au Twi'lek comme au Togruta. Okay. Donc l'espèce de notre cher Ahsoka Tano. Donc voilà, on ne va pas faire de spécisme ni de je sais pas comment dire, de space racisme dans ce podcast. Donc on va être extrêmement exact et très pointu sur ce genre de notions. Mais forcément, ouais, beaucoup d'attentes autour du personnage de Ahsoka Tano, et comme vous le rappelez tous les deux, du coup, une attente qui se situe aussi peut-être du côté de l'interprétation qu'on peut faire du terme Jedi et de sa représentation. Dans le sens où parfois il est possible de confondre Jedi et Force, et plus le temps passe et plus le Star Wars de Disney nous dit en fait la Force elle appartient pas aux Jedi, tu vois. Et les Jedi les plus sages sont peut-être les Jedi qui ont refusé d'être des Jedi ou qui ont choisi une voie alternative. Et du coup ça va être très intéressant parce que elle le dit elle-même au travers son parcours, c'est qu'elle n'est pas une Jedi, mais forcément, quand on va lui amener un être qu'elle, à mon avis, va automatiquement reconnaître comme extrêmement puissant et tu vois, apte à faire peut-être changer le cours de la galaxie, et ben, elle va devoir faire des choix et du coup se rappeler son enseignement de Jedi et son devoir de Jedi face à potentiellement tous les arcs narratifs qu'elle peut avoir encore en cours à ce moment-là, puisque on rappelle à tout hasard que Rebels se terminait sur une espèce de flash-forward après la bataille d'Endor. Et donc, même si ça se passe avant l'épisode 4, on terminait après l'épisode 6. Et du coup, on voyait Ahsoka en pleine quête, elle aussi. Donc, comment ces quêtes-là vont se mélanger ? Est-ce qu'elles vont se rapprocher ? Parce que ça peut être intéressant. Peut-être sont-elles connectées pour faire d'une pierre deux coups et créer un Filoniverse encore plus... à la fois plus vaste mais en même temps plus petit, puisque si deux quêtes se fondent en une, forcément ça permettra quand même de faire venir plus de personnages, mais aussi de résoudre plusieurs problèmes à la fois. Donc énormément d'attentes par rapport à Ahsoka. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse la retrouver directement en cours d'épisode la semaine prochaine. J'ai vraiment l'impression qu'on va avoir une espèce de build-up à la Luke dans The Force Awakens, tu vois, genre vraiment on va sentir la musique monter, et Ludwig Göransson va nous régaler, je pense, Benji, et du coup voilà, on verra bien, même si moi j'ai particulièrement apprécié, pour revenir sur Bo-Katan, la façon dont elle apparaissait de manière un peu presque dans un premier temps non
nom iconique, pas très travaillé. En fait, elle arrive, jetpack, boum boum, blaster, on est les Mandaloriens. En fait, je suis Bo-Katan. Et voilà quoi. Et c'était super plaisant de la voir au milieu de l'épisode ou même dans les 3-4 premières minutes sans avoir à passer tout un espèce de, encore une fois, une quête secondaire pour arriver vers elle et ses compagnons. J'espère qu'on aura quelque chose comme ça pour Ahsoka Tano, mais je sens que par pur mysticisme, il faudra quand même peut-être un petit peu... Oui, ils vont nous faire attendre. Et du coup, vu que je parlais de la musique, Benji, est-ce que tu veux nous faire un micro-point Ludwig Göransson avant qu'on termine sur les caméos ? Bah bien sûr. Ça, j'avais envie d'en parler aussi. Bon, ce sera court quand même parce qu'il réinvente pas totalement la roue, mais je pense qu'il continue à être très intéressant sur cette saison 2. C'est marrant parce que sur la saison 2, enfin, c'est un biais, hein, c'est le fait d'avoir vu Tenet, mais je le sens très Tenet, tu vois. C'est-à-dire que t'as pas mal de moments où vraiment il sort le synthé modulaire et où il te propose des trucs très acides, très stressants, tu vois, dans les scènes d'action qui sont plutôt pas mal. J'aime beaucoup le petit thème qui sort pour la team de Bo-Katan. C'est un truc très intéressant qu'il fait, c'est-à-dire qu'il te fait d'abord un petit rythme avec du bruit blanc. En fait, tu sais, le bruit blanc, c'est ce que tu entends quand t'as télégrésie, tu sais, le krrrch, ou ce que va faire le micro s'il bug. C'est vraiment le truc affreux, normalement, qu'on essaye de jamais entendre. Et en fait, là, il utilise du bruit blanc pour faire le thème de cette équipe-là, donc ça fait genre... Tu vois, genre, il ouvre et il ferme le filtre. Et après, en fait, il t'ajoute une sorte de rythmique de trap derrière, ce qui est toujours très drôle parce que c'est vrai que Göransson... C'est le côté hip-hop de... C'est ça. Et il se permet beaucoup de choses. En fait, c'est presque le seul à se permettre ces trucs-là. Avec ceci dit, non, le gars qui composait sur Clone Wars, dont on a parlé longuement dans le podcast dédié, mais justement, c'est toujours marrant qu'il se permette ces trucs-là, et moi, ça me fait toujours plaisir, voilà, d'entendre ces rythmiques ultra hip-hop, ultra trap, presque, tu sais, ces petits... Voilà, t'as l'impression que tu vas entendre Travis Scott se pointer, quoi. Donc non, c'était... c'est très intéressant de ce point de vue-là. Et justement, sur ce côté-là, le fait qu'il apporte un thème, etc., je case ce truc-là parce que je ne saurais pas où le caser sinon, mais j'ai trouvé que l'iconisation de Bo-Katan et son équipe était très réussie. Et notamment... en fait, j'ai l'impression qu'ils font presque un petit pastiche de la scène de Vador dans Rogue One. C'est-à-dire que t'as ce moment où les Mandalorians attaquent le vaisseau impérial et t'as cette espèce de lâche sous-fifre de l'Empire qui est là avec son blaster, puis il voit les Mandalorians arriver et commencer à buter tout le monde et à avancer, et il dit fermez les portes, et tu vois l'avancée inarrêtable, voilà, implacable des Mandaloriens qui avancent, qui butent tout le monde et qui commencent à semer une frayeur dans ce vaisseau-là et sur le visage des Impériaux qui commencent à dire non, putain, fermez les portes, ces gens-là sont trop dangereux. Et voilà, et pour moi, c'était totalement inspiré du Vador dans Rogue One, et ça participait à te dire, voilà, Bo-Katan, c'est pas n'importe qui, et justement, comme tu disais, c'est peut-être vachement plus subtil de te présenter un personnage comme ça, en fait. C'est-à-dire que si tu pars du principe que tu sais pas qui est Bo-Katan, en fait, quand elle enlève son masque, tu dois pas en faire des tonnes, tu vois. Et ils en font pas des tonnes. Elle enlève son casque, c'est juste une meuf qui s'appelle Bo-Katan, il y a aucun souci. Et en fait, l'épisode va faire cet effort de t'iconiser le personnage, et à la fin, tu te dis, ah oui, elle est quand même forte. Et complètement, en plus, on en parlait avec Phobos tout à l'heure, pour rebondir sur ta scène des espèces de sas qui se ferment, des portes qui se ferment. J'ai remarqué aussi que maintenant, Star Wars avait une nouvelle manière de filmer les couloirs, impériaux ou néo-impériaux. C'est-à-dire que J.J. Abrams avait pas mal amené le Dutch angle, c'est-à-dire l'angle de caméra un peu incliné, avec un travelling arrière sur les couloirs dans The Force Awakens, qui était repris dans The Rise of Skywalker. Et là, on l'a de nouveau par Bryce Dallas Howard dans The Mandalorian. Et ça m'a fait rire de remarquer ça. Et Phobos, tu voulais ajouter un truc sur la question, je crois.
Ah oui, sur Bo-Katan aussi, je trouve que les dialogues qu'il lui donne quand il y a cette espèce de match de ping-pong avec le mec de l'Empire, avec un humour où elle lui dit vas-y, fais chauffer le thé, je suis là dans 2 minutes. C'est vrai qu'il y a ça, c'est Ça pas mal, ouais. contribue à renforcer le personnage et tu te rends compte qu'elle est stylée, mais qu'elle limite. Tu sais pas trop si elle est pas un peu tarée en fait. Et Moi, je pense qu'elle est tarée. Et après, en plus, j'ai trouvé que Sakoff la jouait telle qu'elle lui prêtait sa voix dans Clone Noir. C'est-à-dire qu'elle est vraiment hyper déterre, limite suicidaire en fait. Et je trouve que ça n'a pas changé. Enfin, moi, j'avais vraiment l'impression, pour connaître le personnage, de la retrouver telle qu'elle. Et limite en mode, dans cette espèce de jeu, tu vois, toujours. Pas dans le surjeu non plus, mais on dirait elle kiffe, tu vois, elle est là, elle vient tuer des types, c'est son truc, elle aime ça, tu vois, genre il n'y a pas de filtre comme disait Benji plus tôt, et je suis complètement d'accord avec cette analyse-là, et je trouve que du coup, limite, c'est marrant de se dire qu'ils épousent non seulement le design, mais elle aussi, elle a dû se dire, bah tu sais quoi, je l'ai joué comme ça, là j'ai un masque, donc au pire, j'ai pas à faire trop différent, hein, je vais juste crier, faire une petite réplique cinglante, et let's go, tu vois, parce que c'est un peu l'attitude qu'elle a de toute manière, et attitude aussi en anglais, tu vois, dans les séries animées où elle apparaît. Après, c'est quand même aussi assez marrant de se dire que c'est des super Mandaloriens qui ont l'air ultra badass et qui se moquent des impériaux en mode de toute façon ils pourraient louper un Banta dans un couloir, c'est con. Alors par contre, dès que les mecs sortent deux mitrailleuses, faut que Din Djarin aille au charbon avec son armure full Beskar pour pouvoir tanker les tirs. Sinon les mecs ils étaient là à compter genre dans 10 000 pieds on est mort, dans 8 000 pieds, dans 6 000 pieds, et bon il se passait rien. Heureusement que Din était là. Est-ce que c'était une forme de test? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'était assez curieux quand même. Et moi ça me fait marrer ce côté, maintenant c'est limite, Complètement. on parlait souvent de quête secondaire, mais c'est officiel, hein, The Mandalorian c'est un jeu vidéo, c'est-à-dire que Din Djarin c'est un tank, et son armure tu peux pas la percer en fait, même avec n'importe quel blaster. Et du coup les armures de Mandalorian sont pas nécessairement faites en Beskar, ou pas entièrement en Beskar, ce qui fait que peut-être les autres avaient un peu plus peur. Mais bon, voilà pour du coup ce troisième épisode et ses festivités. On va terminer justement, puisqu'on parlait de l'escouade de Bo-Katan, par les différents caméos qu'on a pu avoir. Du coup, je vais parler de la seconde Mandalorienne qui s'appelle Koska Reeves, qui est incarnée par une certaine Mercedes Castaner Varnado, qui est aussi connue dans le monde du catch WWE sous le nom de Sasha Banks, et c'est également la cousine de Snoop Dogg pour les amateurs. Donc voilà, on revient au côté hip-hop. Exactement, et voilà. Côté messieurs, du coup, l'autre Mandalorien est incarné par un monsieur qui s'appelle Simon Cassianidis, qu'on avait retrouvé dans Quantum of Solace et dans Agents of Shield. Et enfin, l'officier impérial à la capsule est incarné par un second couteau assez connu, dessiné quand même américain, je dirais, puisque c'est Titus Welliver. Je ne sais pas comment ça se prononce, Welliver, qu'on voyait notamment dans Transformers Age of Extinction, qui a un peu d'ailleurs une tête de sous-méchant de Michael Bay, et qui a aussi tourné avec Ben Affleck, puisqu'il était dans Fargo et The Town, et lui aussi dans Agents of Shield, ce qui est le cas aussi d'un certain nombre de cascadeurs et figurants qu'on a retrouvés dans cet épisode. Donc vous savez comment les productions Disney se repassent leurs différents castings désormais, et tout ça grâce à l'Outrider, si c'est pas beau. Donc voilà, qui a un échange assez sympa quand même avec Esposito, le côté hologramme, tout de suite ça rappelle un peu Vador Empereur, ou même Palpatine réincarné dans le dernier Star Wars en date au ciné. Mais voilà, c'était quand même encore une fois un épisode qui était assez sympa du côté des seconds couteaux, et voilà, effectivement on se régale aussi de ce point de vue là. Enfin, moi ça me fait délire de faire pause au générique et d'aller chercher sur IMDb qui est qui, en espérant avoir de bonnes surprises, notamment apprendre que du coup la cousine de Snoop Dogg est une Mandalorienne. Donc techniquement, est-ce que Snoop Dogg n'est pas Mandalorien? Je vous pose la question. La semaine dernière, on se demandait comment appeler Yoda, bébé Yoda, mais version français. Donc voilà, aujourd'hui on se pose une autre question, on vous laisse avec cette autre question. Est-ce que Snoop Dogg Je pense est que Mandalorien? Snoop Dogg Mandalorien, tu peux soumettre ça à Rap-Jeu. Ok. Tu hâtes Yerim ou Mehdi sur Twitter. On va faire ça.
Et voilà. Et du coup, si oui, il est Mandalorien, quel clan, quel serait son nom de Mandalorien Une anecdote d'ailleurs sur les noms, puisque le nom de Bo-Katan est quand même assez rigolo, puisque c'est un nom un peu. Tous les noms sont fabriqués, mais du coup, ça vient du chat de Dave Filoni, qui s'appelle Boogie, donc Bo en raccourci, Cat, donc le chat. Bo, Cat, et le nom de la femme de Filoni, c'est Anne. Donc voilà. Donc maintenant, vous savez comment Bo-Katan a été nommé, et tout ça, encore une fois, grâce à votre rider. Si ça vaut pas le coup de nous écouter, ça fait plaisir ou pas Benji est complètement halluciné. Ah ouais, c'est délicieusement débile, mais ça fait très plaisir de le savoir. Bah voilà, écoute, ça nous fait plaisir de vous rendre service et de vous permettre de briller en société, du moins en société, on va dire, un peu éduquée, assez nerd, pour reprendre un terme qui a été très populaire dans ce 3e numéro de Manda Lockdown. On espère que vous l'avez apprécié. On se retrouve la semaine pro, sans doute avec le retour de JB, que encore une fois je salue. Des invités par la suite, forcément, puisque tout comme la série de Disney+, Jon Favreau et Dave Filoni, on vous réserve quelques surprises, notamment une très grosse surprise sur le final. Ah, je vous la tease dès maintenant parce qu'elle me fait plaisir. Donc voilà, peut-être un invité de marque qui va revenir. Soyez prêts. Soyez prêts, il va apparaître sur son jetpack. Ah, j'en dis trop. Mais bref, n'oubliez pas de partager l'épisode très très fort. On vous remercie pour l'accueil que vous avez fourni aux 2 premiers. Vous pouvez également utiliser le hashtag #MendaLockdown pour ainsi faire vivre ce jeu de mots dans le temps, mais aussi nous permettre de vous retrouver super rapidement, ou même peut-être de permettre à d'autres gens de découvrir le podcast, qui est toujours un plus. Merci Benji pour ta participation. Merci de l'invitation. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on peut te retrouver sur le label Bonus Tracks, il me semble. Absolument. Un label notamment à l'identité sonore incroyable, parce que je ne révélerai pas qui a fait la musique ni qui a fait les voix, mais je crois c'est Ludwig que c'est des gens un peu du sérail. Voilà, c'est peut-être même des gens que vous avez pu entendre dans cet épisode. Donc non, voilà, Bonus Tracks... c'est une jolie aventure, et en plus, là, je vous le donne en exclusif live. Logos va revenir. Logos will be back. La semaine Somehow prochaine, Logos has returned. Voilà, exactement. Somehow. On ne sait pas du tout comment, mais la semaine prochaine, j'enregistre le prochain Logos. Donc normalement, il finira pas effacé dans un disque dur. Les invités sont complètement wholesome, le thème est complètement sympathique, et donc ce sera pas non plus les cavernes infernales de l'épisode 3. Pour ceux qui ne connaîtraient Logos que sur l'épisode 3 sur Star Wars, vous verrez, ce sera une ambiance très différente et beaucoup plus portée sur le thé, le citron et ce genre de choses. Et donc voilà, je vous encourage à aller checker Logos, @logospod sur Twitter. Surtout, venez me suivre sur Twitter, @benji du 91. On s'amuse bien. Et puis vous pouvez écouter ma musique, parce que j'ai fait le générique de l'Outrider, du Landrider, de Bonus Tracks, du Lemon Adaptation Club. Un musicien prolifique. Voilà, je voulais faire même un générique pour The Manda Lockdown, mais j'ai pas réussi dans la deadline, parce que Ludwig Göransson, c'est quand même très difficile de rivaliser. Voilà, personne peut rivaliser. Et sur ce, voilà, merci pour l'invitation. Avec C'était plaisir. top. Je te rassure, mon générique préféré de tout ce que tu as pu fournir reste encore ta voix, mon cher Benji. Donc, encore une fois, merci d'être passé. Merci Phobos d'être ma copilote habituelle et de parler de The Mandalorian avec passion, même si tu regardes 2 fois l'épisode sans m'inviter. Mais ça, voilà, on laissera les auditrices et les auditeurs genre juger, tout simplement. Voilà. Mais n'oubliez pas, Snoop Dogg, Mandalorian ou pas ? Allez, bisous, que la force soit avec vous. Ciao. Ciao.
bonus.